Cette semaine à Zone Libre Enquête, le mystère de Corneille. Pourquoi le chanteur d'origine rwandaise refuse toujours de retourner dans le pays de son enfance? C'était une armée qui était de l'autre côté, dont on ne savait rien. J'accuse un chef d'État d'avoir commis le génocide. Les éléments de son armée ont commis des crimes de guerre. Mon père, il ne pouvait pas y avoir plus neutre. Personne n'a le monopole de la vérité. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Bienvenue à Zone Libre Enquête. Depuis plusieurs années, mes collègues Raymond Saint-Pierre et Joanne Bonneau essaient de convaincre le chanteur Corneille de retourner avec eux dans son pays d'origine, le Rwanda, pour raconter l'histoire de sa famille qui a péri au cours du génocide de 1994. Mais ce retour chez lui, Corneille n'arrive toujours pas à l'envisager. En faisant enquête sur sa famille, nos collègues ont découvert des faits troublants sur le rôle joué, par exemple, par son père avant sa mort. Ils ont aussi rencontré des témoins de l'époque qui racontent pour la première fois, vous allez le voir à la télévision, une version différente du génocide. Une version qui incrimine d'ailleurs les leaders Tutsis en poste actuellement à Kigali. À quelques jours de la visite privée que doit effectuer au Canada le président rwandais Paul Kagame, voici donc un éclairage nouveau sur le génocide de 1994, qui explique peut-être pourquoi Corneille hésite toujours à réveiller les démons du passé. Accueillons-le très chaleureusement, plus fort, Corneille! Une foule attend Corneille aux Francopholies de Montréal. Il a enfin atteint son but. Seul au monde, il l'est de moins en moins. À travers ses chansons, il nous fait revivre des moments douloureux de sa vie. Toute sa famille a été assassinée au Rwanda. Mais on ne connaît pas toute son histoire. Derrière son histoire, il y a aussi celle dont le monde entier a été témoin. Le génocide rwandais de 1994, où 800 000 Tutsis ont été exterminés par des extrémistes Hutus. Quand nous avons commencé à le suivre en 2003, Corneille nous disait que son rêve, c'était de retourner au Rwanda. Je l'appréhende un petit peu, j'avoue, mais il faut que je le fasse. Et je l'appréhende, mais j'ai hâte en même temps. C'est très paradoxal comme affaire. Je sais pas comment je vais vivre ça, retrouver la maison où j'habitais et la cour où j'ai enterré ma famille. Je sais pas comment je vais me sentir quand je serai debout sur ce bout de terrain-là. Je sais pas ce que je vais ressentir. Bien de fois la fin du monde nous est frôlée. Oh, le revit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Corneille savoure son succès et le génocide semble bien loin. Pourquoi? Parce qu'on vient de loin. Mais en fouillant ce passé et les circonstances de la mort de sa famille, on s'interroge. Qui a déclenché le génocide? Qui a vraiment tué sa famille? Et surtout, Corneille peut-il retourner au Rwanda? Il fait chaud. Est-ce que c'est ça mon cadeau d'anniversaire? Ouais. Depuis quelques années, Corneille s'est refait une famille à Montréal. Il n'y a personne qui chante pour nous? Ben oui, bonne fête! Des membres de sa parenté et des amis proches comme son gérant René. J'ai une autre façon de comprendre la famille. Pour moi, la famille, c'est pas une question de sang. J'ai des amis qui me sont très très proches. René, par exemple, c'est pas un ami, c'est un frère pour moi. Et c'est les mêmes liens qui me lieraient à lui que si on avait des liens biologiques. Moi, c'est comme ça que j'entends la famille. Donc ma famille, elle commence à être pas mal grande. Ma famille, elle croît avec le temps. Corneille, de son vrai nom Cornelius Nyungura, est né à Fribourg, en Allemagne, en mars 1977. Ses parents étaient partis étudier là-bas. C'est là qu'ils se sont connus. En 1983, la famille a le mal du pays et rentre au Rwanda. Il gagnait sa vie comment alors, votre père? C'était un homme d'affaires, surtout quelqu'un qui faisait beaucoup d'affaires avec l'Occident.
Donc il a un petit peu touché à tout, il a travaillé longtemps avec la Banque mondiale. Et ensuite, c'est vrai, il s'est lancé dans les minerais, entre autres. Et c'était quelqu'un entre 90 et 94, lui, a très bien gagné sa vie. Emile Nyungura, c'était un intellectuel brillant. C'était un aristocrate. C'était un homme de la nouvelle aristocratie rwandaise. Monique Mujawa Maria est une militante de longue date des droits de l'homme. Elle a même reçu du président Bill Clinton le prix des défenseurs de la démocratie. Amie d'enfance du père de Corneille, elle se souvient bien de l'homme. Décidé à aller le plus loin que ses moyens lui permettraient d'aller. C'est-à-dire sa capacité intellectuelle et son argent. On m'a toujours dit, quand je dis on, je parle de mes parents, je parle de mon oncle aussi qui vivait au Canada, qui m'a répété ça un peu plus tard, que ma grand-mère était Tutsi, que mon grand-père, du côté de mon père, était Tutsi également, et que mon père et toute sa famille l'étaient également. Ma mère, je le savais, elle était Hutu. Dans ce pays où l'ethnie était un facteur très important dans la vie de tous les jours, bien des gens de l'entourage d'Émile Nyungura disent pourtant qu'il était Hutu. Le père de Corneille, je le connais comme Hutu. Depuis notre jeune âge, jusqu'à ce qu'il meure, il se réclamait comme tel lui-même. Vu de l'extérieur, la question de l'ethnie peut sembler secondaire, mais Monique Mujawa Maria pense que c'est une donnée importante pour comprendre ce qui est arrivé à la famille de Corneille. C'est que la communauté le reconnaissait comme Hutu. Et à l'époque où il est devenu directeur général, il y en avait très très peu de Tutsis qui pouvaient accéder à ce genre de poste. C'est devenu important à un moment donné de savoir où on était, sauf que moi je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard, on était déjà en 94, et j'avoue que je ne savais pas trop à quelle ethnie j'appartenais, ce qui est tant mieux pour moi d'ailleurs, parce que dans tout ça j'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu hybride comme ça, mais que je pouvais pas vraiment prendre parti. Émile Nyungura, comme à certain moment, on a dit que c'était un Tutsi qui avait changé d'ethnie pour avoir des faveurs du régime. Charles Caremano connaissait Émile Nyungura depuis l'école secondaire. S'il n'est pas certain de son ethnie, il sait bien dans quel milieu il évoluait. Au cours de cette période, en 93-94, Émile Nyungura fréquentait surtout les Hutus. Ça, c'est sûr aussi. J'ai ouï dire à un moment donné qu'il y avait une partie de hauts fonctionnaires rwandais qui effectivement ont changé une partie de leur identité pour avoir accès à certains postes. Et honnêtement, je ne peux pas confirmer aujourd'hui, je le ferais bien si je le savais, mais je ne peux pas confirmer aujourd'hui que mon père fasse partie de ces gens-là. Corneille, à cette époque, n'a que 16 ans. C'est la musique qui l'intéresse, plus que tout. Mon père a financé mes premières séances de studio, ce qui, au Rwanda, peut sembler d'une futilité, dépenser autant d'argent pour aller enregistrer des chansons en studio pour des jeunes qui n'ont finalement aucune expérience là-dedans. C'est dire d'une part à quel point mes parents me soutenaient, mais en plus pour dire qu'on était quand même à l'aise. Ce qui a fait qu'on était presque isolés de tout ce qui se passait autour de nous et qu'on a peut-être encore moins vu les choses venir que les autres. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu du Rwanda, Juvenal Habyarimana, est abattu. On retrouve des débris de l'avion et des corps jusque dans les jardins de la résidence présidentielle. La rumeur veut que ce soit des extrémistes Hutus qui sont derrière cet attentat. Ils auraient cherché un prétexte pour déclencher le génocide. Bien loin du Rwanda, en Norvège, nous avons retrouvé Abdul Ruzibiza, un ex-officier du FPR, le Front patriotique rwandais, une guérilla Tutsi. Avec sa famille, il avait fui la répression Hutu en 1960 et s'était réfugié en Ouganda. En 1990, il fait partie des troupes du FPR qui se lancent à la reconquête du Rwanda. Il est agent de renseignement. D'abord, c'est une partie de notre histoire. Et c'est la partie la plus manipulée.
Ruzibiza dit que c'est Paul Kagame, le chef du FPR et actuel président du Rwanda, qui a commandé et planifié l'attentat. J'accuse un chef d'État d'avoir commis le génocide. Ruzibiza reproche à Paul Kagame d'avoir organisé cet attentat en sachant que cela déclencherait des représailles contre les populations Tutsis. Il était très conscient de ce qui peut se passer en cas où il provoquait un chaos. Alors là, moi et les autres pensaient que peut-être Kagame va prendre en considération toutes les informations à sa disposition et prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les Tutsis. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il ne fait rien. Dans ce livre, il décrit en détail les étapes de l'attentat, sa planification et son exécution. Moi, personnellement, mon travail était de faire les reconnaissances. Les reconnaissances du terrain, de la topographie de la ville de Kigali, tous ses alentours, des routes qui mènent de Kigali vers le nord ou vice-versa, et principalement la partie sud et la partie est de Kigali, qui va finalement inclure aussi Masaka. C'est d'ici, de la colline de Masaka, qu'on a tiré les missiles qui ont abattu l'avion alors qu'il amorçait sa descente sur l'aéroport de Kigali. C'est Ruzibiza lui-même, en tant qu'agent de renseignement, qui avait repéré l'endroit. Cet autre membre du FPR se cache quelque part en Europe. Il ne veut même pas qu'on dise dans quel pays il se trouve. Aloïs Ruyenzi était garde du corps de Kagame. Il dit qu'il était là lorsque Paul Kagame planifiait l'attentat. Cette réunion a eu lieu juste avant l'attentat, le 31 mars 1994, avec ses officiers. J'ai assisté à la réunion. Je ne pouvais pas intervenir. J'étais garde du corps. Mais j'ai tout vu. J'ai tout entendu. Il reproche lui aussi au président Kagame d'avoir livré sa lutte sur le dos des Tutsis du Rwanda, que sa seule préoccupation, c'était de s'emparer du pouvoir. Les conséquences lui importaient peu. Il ne pensait qu'à ses propres intérêts. N'importe qui aurait su qu'il y aurait des répercussions dans le pays après l'attentat contre l'avion. En septembre 1994, nous avions demandé à Paul Kagame qui avait abattu l'avion du président. Il disait l'ignorer. Certains disent que c'est le FPR. D'autres parlent d'un complot d'extrémistes dans l'entourage d'Abiyarimana. Ça me semble la version la plus plausible. Abiyarimana avait d'autres ennemis que le FPR. Ces deux officiers ne sont pas les seuls à contredire Paul Kagame. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 1994, a envoyé des enquêteurs au Rwanda. Certains ont recueilli d'autres témoignages d'officiers du FPR impliquant Paul Kagame dans l'attentat contre l'avion du président. À l'époque, la procureure du tribunal, la Canadienne Louise Arbour, leur avait ordonné de mettre fin à leur enquête. Le tribunal considère que l'attentat contre l'avion, qui devait déclencher le génocide, ne fait pas partie de son mandat. Jusqu'ici, aucune accusation n'a été portée contre un membre du FPR. Après la pause des accusations qui mettent en cause les principaux dirigeants du pouvoir actuel au Rwanda. Kagame est le plus grand criminel de guerre en fonction aujourd'hui.